historique, l'évolution de l'union libre au Québec. Le mariage, c'est une vieille institution au Québec comme ailleurs. Toutefois, un aspect important de la célébration du mariage distingue le Québec de d'autres pays de droit civil tels la France, la Belgique, la Suisse. Au Québec, le mariage religieux vaut également au civil. On n'a pas besoin d'une seule cérémonie pour que le mariage soit valide et reconnu au registre de l'État civil, comparativement à d'autres pays où le mariage religieux ne peut être valide qu'en présence d'une autre cérémonie célébrée au civil, à la mairie. Alors ici, là, c'est que si vous voulez vous marier, le mariage religieux va valoir pour l'État civil également. Cette particularité provient du fait qu'au début de la colonisation, ce sont les notaires qui étaient autorisés par le roi à faire signer les conventions matrimoniales et les testaments. Une population était faible en densité, puis ici au Québec, c'est que le territoire était très grand. Donc, par conséquent, il n'y avait pas suffisamment de notaires pour pouvoir faire tous les mariages et les gens étaient loin parfois du bureau du notaire. Donc, ce qui est arrivé, c'est que le roi a nommé à ce moment-là des prêtres pour pouvoir répondre aux différentes demandes. Alors, c'est ça qui était particulier, c'est que, enfin, je ne sais pas comment ça a commencé dans les autres pays, mais ici, c'est que les notaires ont célébré les mariages avant les prêtres. Alors, ainsi, en 1722, on autorisa tous les missionnaires de la colonie à recevoir les testaments, puis en 1733, cette permission fut étendue aux conventions de mariage lorsqu'effectuées en l'absence de notaire. Le Code civil du Bas-Canada fut adopté en 1866 et la présence grandissante de l'Église et ses représentations ont eu une grande influence sur nos lois, comme par exemple le fait que la célébration du mariage était confiée au ministre du culte, tel un sacrement religieux, et que les empêchements de mariage comprenaient à quelques exceptions près ceux édictés par les principales églises. De plus, le Code civil québécois ne prévoyait pas qu'un mariage puisse prendre fin du vivant des époux. Alors, c'était pour l'éternité, finalement. Ainsi que le Code civil français permettait le divorce depuis 1804. Donc, ici, au Québec, ce n'était pas le cas. Ce n'est qu'en 1968 que le Code civil québécois prévoit que le mariage peut se dissoudre autrement que par le décès. Donc, depuis la colonisation, et ce jusqu'en 1994, soit lors de la réforme du Code civil du Québec, les actes d'état civil et leur conservation pour les naissances, les mariages, les décès, c'était confessionnel et leur conservation relevait des paroisses. À cette époque, les parents qui ne désiraient pas faire baptiser leurs enfants pouvaient toutefois les déclarer auprès du secrétaire trésorier ou du greffier municipal ou d'un juge de paix. Ce système était de plus en plus techniquement inefficace et complexe et correspondait de moins en moins à la réalité sociologique où coexistait une pluralité de croyances puis une laïcité qui était croissante. Quant au mariage puis à ses règles juridiques, jusqu'en 1970, c'est le régime légal de la communauté de biens qui était en vigueur au Québec. Et à l'origine, ce régime avait la particularité de donner au mari l'entière responsabilité de la gestion des biens du ménage, incluant ceux de sa femme. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire qu'avec les années, ça a un petit peu changé parce que les intérêts devenaient différents, là. De plus, les femmes devaient avoir l'autorisation de leur époux pour signer un contrat, pour effectuer un recours en justice ou pour exercer une profession. Considérant que les mentalités évoluèrent, que le rôle des femmes face à leur saine gestion du budget familial et consommatrice éclairée prenait de plus en plus d'ampleur, considérant que la perspective qu'un mari en affaires pouvait mettre en faillite l'ensemble des biens de la famille, ainsi que les biens de sa conjointe. Donc, il y a eu un autre régime matrimonial qui est devenu de plus en plus populaire, puis probablement plusieurs d'entre vous se sont mariés dans ce régime matrimonial-là. Donc, c'est la séparation de biens. La communauté de biens, on la voit de moins en moins, je vous dirais. Et on doit, comme notaire, à chaque fois se référer à l'ancienne loi parce que c'est vraiment pas quelque chose qu'on voit régulièrement maintenant. Alors, puisque le risque de rupture était très faible, ça a bien changé, cela permettait une meilleure protection des biens de la famille en cas de mauvaise gestion des finances.
J'ai marqué dans le, dans le texte par le mari, il y a des petits bouts, il me semble, que je vais, que je vais rayer de mon vocabulaire. Enfin, on ne veut pas froisser personne, mais c'est juste que c'est comme ça que ça fonctionnait. Toutefois, en cas de séparation ou de divorce, les désavantages financiers étaient grands pour les femmes qui étaient plus faibles économiquement, parce que souvent, c'est que l'ensemble des avoirs était mis au nom du mari, puisque c'est lui qui, de toute façon, travaillait à l'extérieur de la maison et qui rapportait un salaire monétaire. C'est ainsi qu'un nouveau régime légal en 1970 a été adopté au Québec, permettant ainsi d'obtenir les avantages de la communauté de biens en permettant aux conjoints qui n'étaient pas propriétaires, donc souvent c'était la dame, d'avoir droit à la moitié de la valeur des biens de son conjoint marié. Puis ça permettait aussi que chacun conserve ses dettes comme dans la séparation de biens. Donc, à partir du moment où les gens se mariaient en séparation de biens, tout ce qu'ils avaient eu avant restait à eux. Tout ce qu'ils acquéraient pendant le mariage demeurait à celui qui l'acquérait finalement. Puis ils gardaient chacun leur dette aussi. Cette incursion dans le passé, merci, permet de constater que le droit, par les lois et leur mise en application, fut longtemps en décalage avec les aspirations plus égalitaires des Québécois. Alors, au fur et à mesure que les années ont passé, bien, les lois ont été changées, adaptées pour la situation ou pour les aspirations que les gens en avaient. Alors, le Québec se distingue beaucoup des provinces voisines au Canada parce que le nombre supérieur, ici au niveau des unions libres, là, vous allez le voir dans les statistiques un peu plus loin, vous allez remarquer qu'il y en a beaucoup plus au Québec qu'ailleurs. Certains sociologues s'appuient sur les différences entre les religions protestantes et catholiques. C'est une explication, ça ne veut pas dire que c'est la seule, évidemment. L'augmentation de la cohabitation sans mariage pourrait s'expliquer par le fait que la plus grande partie de la population francophone au Québec était catholique et que l'Église, à la fin des années 1960, en refusant de changer sa doctrine sur le mariage, la sexualité ou en refusant des pouvoirs aux laïcs sur la doctrine morale, ça pourrait avoir contribué à ce que les catholiques délaissent un peu là, les normes chrétiennes traditionnelles. Mais ça, c'est certains sociologues qui parlent de ça. De plus, à la même époque, l'Église s'est retirée des institutions qui encadraient en grande partie la vie quotidienne, telles que la santé, l'éducation et l'aide caritative. Fait qu'au fur et à mesure que les années ont passé, parce que notre Église a mis beaucoup de choses sur pied, ils étaient très, très, très présents dans le domaine pour les centres hospitaliers, pour l'instruction des enfants, l'aide caritative, ils étaient là quotidiennement. Alors, parce qu'ils ont un petit peu plus délaissé, alors ces trois secteurs-là. Alors, les Québécois ont pu délaisser probablement la morale catholique pour s'en remettre au système laïque. Là est née l'ère des psychologues, travailleurs sociaux, qui étaient de plus en plus nombreux. En plus de ces changements, il y a une série de modifications qui, à compter des années 70 et 80, ont modifié les mœurs au Québec. Alors, premièrement, c'est que dans la plupart des pays occidentaux, comme au Québec autrefois, il était de coutume que les femmes mariées soient désignées par le nom de leur mari. De là, pour madame, tout à l'heure. Oui, vous allez pouvoir conserver votre nom de fille. Mais les femmes qui se sont mariées avant 1970 ont quand même le droit d'utiliser les deux, au point de vue légal. Mais il est de mise maintenant, selon la loi, que pour toutes femmes qui sont mariées après, bien, ils conservent leur nom de fille ici au Québec. Alors, quand nous, on fait des transactions pour les gens qui achètent des maisons et qui viennent des Maritimes ou qui viennent de l'Ouest canadien, ils ne comprennent pas du tout pourquoi il faut que j'aille le nom de madame, le nom de jeune fille. Là. C'est pour eux, là, il y a une incompréhension totale et ils demandent, ils insistent à ce que j'écrive le nom du conjoint sur le contrat. Alors, ça ne fait pas de mal à personne, je l'ajoute, mais je leur explique que légalement, il faut vraiment que le nom de jeune fille de madame apparaisse aussi sur le contrat.
Alors, en 1981, la réforme du Code civil a imposé aux femmes mariées de conserver leur patronyme de naissance au lendemain du mariage. Donc, c'est une obligation légale maintenant. C'est-à-dire que ce n'est pas un choix pour les femmes d'utiliser leur nom de fille. Dans tous les rapports juridiques, elles doivent l'utiliser. Un choix demeure possible, mais seulement dans leurs rapports sociaux. Dans la vie courante, cette dissociation a rendu désormais invisible l'état matrimonial des femmes mariées. Évidemment, avant, quand on s'appelait Mme Pierrot-Mélençon, bien, nécessairement, on savait que la personne était mariée. Mais comme moi, j'utilise mon nom Chantal Mathieu parce que ce n'est pas un choix, c'est une obligation, bien, si je ne le dis pas, personne ne le sait, là, si la personne est mariée ou non. La seule exception était peut-être le port de l'alliance à la main gauche, là. Alors, évidemment que, bien, quoique, j'ai écrit ça, hein, mais le fait que les personnes qui sont mariées ont une alliance et que les gens en union libre n'en portent pas, mais la règle n'est plus exacte. Alors, quand les clients viennent au bureau puis qu'ils font des transactions, curieusement, plusieurs qui sont des conjoints de fait ou en union libre ont une alliance au doigt. Ça signifie quelque chose, finalement. Donc, je dois toujours poser la question, j'ai eu mariage, j'ai eu union civile? Non, non, non. Ah! Je suis toujours un peu surprise, mais enfin, donc, le symbole est encore là, puis est encore important pour certains. Deuxièmement, à partir de 1981, le Code civil, jusqu'alors silencieux sur le sujet, permet aux parents de donner à leurs enfants le nom du père ou de la mère, ou même les deux noms de famille des deux parents. Ça demande, avec les années, là, les gens pensaient, on va finir par avoir des enfants avec 4 noms de famille. C'est impossible. Alors, si l'enfant a 2 noms et qu'il se marie avec quelqu'un qui a 2 autres noms, qu'ils ont des enfants, bien mariés ou pas, là, qu'ils aient des enfants, ils sont obligés de faire le choix pour n'avoir que 2 noms de famille. Alors, il peut avoir 4 enfants dans la même famille, mais avoir tous des noms de famille différents, là. Ça ne sera pas facile pour les arbres généalogiques. Alors, il est connu qu'avant 1980, c'était de coutume que l'enfant porte le nom de famille du père. Ça revient, hein, cette coutume-là, là. On dirait que ce qu'on a connu, les règles de base, là, on dirait que ça revient. Le mariage, il y en a quand même un peu plus. Et souvent, maintenant, les enfants portent juste le nom du papa. Ça revient comme tendance. Ainsi, en 2002, 3 enfants sur 4, je disais, portaient le nom du père seulement. En 2002, là, 5 % portaient celui de la mère, puis 13 % portaient le nom des 2 parents. Et souvent, j'entendais, au cas où on se sépare un jour, j'aimerais ça que mon enfant puisse porter de la maman. Là, souvent, on disait ça, j'aimerais ça que mon fils ou ma fille puisse porter mon nom. Ben, enfin, c'est très personnel comme commentaire, mais notre enfant restera toujours notre enfant, peu importe le nom qu'il porte, là, mais enfin. Troisièmement, en 1981, le Code civil introduisit le principe d'égalité entre tous les enfants, c'est-à-dire que l'enfant qui soit né avant ou pendant le mariage, qu'il soit né de parents qui sont des conjoints en union libre ou des conjoints mariés, désormais, les mêmes droits sont accordés à tous les enfants en regard de l'obligation alimentaire puis de l'exercice de l'autorité parentale. Donc, à partir de cette année-là, en 1981, tous les enfants sont égaux, là, peu importe quand est-ce qu'ils sont nés. C'est le certificat de naissance qui fait foi de son parent, de son père ou de sa mère. Mais le mariage n'était pas obligé d'être fait pour que l'enfant puisse avoir tous ses droits au point de vue légal. Ça aussi, c'est un changement majeur. Tout cela conduit à penser que le statut matrimonial des parents n'a plus d'effet sur les enfants. Contrairement à la majorité des provinces canadiennes, au Québec, il n'y a pas de présomption de paternité chez les conjoints de fait.
Alors, quand un enfant était né pendant le mariage, ben c'est automatiquement reconnu que c'était les conjoints mariés qui étaient les parents. C'était pas la même chose pour les enfants nés hors mariage. De plus, contrairement à certains autres pays de droit civil où la reconnaissance de paternité exige des démarches particulières, puis parfois complexes pour les conjoints de fait, ici au Québec, le simple ajout d'une signature sur un formulaire par le personnel de l'hôpital, c'est suffisant, sans indication nécessaire quant à l'état matrimonial des parents. On s'entend que c'est depuis 1981 là, que c'est comme ça. Encore une fois, cette simplicité des procédures a sans doute contribué à l'idée que le mariage, c'est une affaire de choix personnel, en relation avec les croyances des individus seulement, et donc que le mariage ne serait plus nécessaire? C'est une question, hein? Un autre phénomène qui a modifié les mœurs des Québécois réside dans le fait que, depuis la fin des années 1960, le législateur a institué le mariage civil, donnant aux protonotaires et aux protonotaires adjoints de la Cour supérieure, qu'on appelle maintenant des greffiers, là, la responsabilité de célébrer les mariages non religieux. Ça aussi, c'est une autre chose qui a été ajoutée dans nos lois puis qui fait que peut-être qu'il y a plus d'unions libres ou d'unions civiles. La diversification des cultes pratiqués, l'adoption de la Charte canadienne et québécoise sur les droits et libertés, reconnaissant la liberté de religion et une mentalité face aux multiples dogmes religieux, il fut décidé d'élargir en 1994 la délégation traditionnelle de la célébration du mariage et ainsi nommer d'autres catégories de célébrants, tels que des ministres du culte ou autres d'autres sociétés religieuses, là. Donc, on a permis à plus de personnes de pouvoir faire les mariages. Il y a eu un nouvel élargissement de ces règles-là en 2002 face à de nouveaux types de célébrants. Ainsi, les maires, les conseillers municipaux, les notaires et même les amis ou parents du couple, mais il faut que ces personnes-là, les amis et les parents du couple, aient été autorisés par le ministre de la Justice. Mais ce sont des gens qui maintenant, depuis 2002, ont le droit de célébrer des mariages. Là, j'ai entendu toutes sortes de choses la semaine passée sur... faut que je vous raconte une anecdote. C'est drôle, puis c'est pas drôle. C'est-à-dire que les mariages civils peuvent être célébrés où les gens désirent. Avant, c'est qu'on était obligé d'être au palais de justice. C'est un endroit qui est austère, un peu froid, hein? C'est pas très romantique, un palais de justice. Alors, les gens, de plus en plus, demandent à des notaires ou à des gens de la famille, autorisés par le ministre de la Justice, de pouvoir célébrer à des endroits autres. Et parfois, c'est au restaurant. Bien, c'est correct, si le restaurant s'y prête, évidemment, qu'il y a une petite salle à côté, puis que, bon... Mais c'est ça. Alors, il y a un célébrant, une personne de la famille qui a célébré le mariage. Et là, évidemment, tout le monde est joyeux, un petit verre de vin après, là. Évidemment, il faut que les consentements soient valides. Et on a toujours un document qu'on signe là, pour retourner le tout et confirmer qu'il y a bien eu mariage auprès du registre de l'État civil. Mais quelqu'un a oublié ce fameux document signé par les époux et signé par les témoins. Et à la fin de la soirée, il y a quelqu'un du restaurant qui a fait le ménage et qui a jeté le document. La mariée est inquiète à savoir si elle est mariée ou pas. Enfin, tout se règle, là, mais c'est juste pour vous dire que je crois que le mariage est quand même quelque chose qui est solennel, qui est sérieux. Et pourquoi ne pas prendre des gens qui sont habitués à célébrer et à donner un caractère plus officiel? Parce que là, ces gens-là ne sont pas sûrs d'être mariés, là, finalement. Enfin, petite anecdote. C'est tout frais, ça date de la semaine passée. Quelqu'un m'appelait en catastrophe pour savoir quoi faire pour être sûr d'être marié. Enfin, c'est particulier.
Alors, ainsi, on peut y voir un mouvement social de volonté de privatiser la cérémonie du mariage. On peut toutefois se poser la question à savoir si néanmoins le caractère officiel de ce type d'union n'en est pas affaibli. C'est un peu selon ce que je viens de vous raconter, hein? Concluons toutefois que le système matrimonial s'est largement désarticulé à partir des années 1960, qu'il s'est drôlement assoupli, contribuant à réduire le caractère formel, voire légal du mariage, et que le tout a confirmé, d'une certaine manière, le caractère privé du mariage. Autrement dit, tous ces facteurs ont contribué à masquer socialement les différences des statuts juridiques. Hein. Comme on disait tout à l'heure, c'est que qu'on soit conjoint marié ou conjoint de fait, là, il y a de moins en moins de différences apparentes, du moins. Et que les conjoints d'union libre permettant ainsi de croire au mythe du mariage automatique, c'est-à-dire que plusieurs personnes croient qu'après un certain nombre d'années, où les gens vivent ensemble et qu'ils sont des conjoints de fait en union libre, plusieurs croient qu'ils sont mariés. C'est totalement faux. Mais il y a certaines lois au Québec qui les considèrent comme mariés. On va les voir un petit peu plus loin, là. Alors, ça vient contribuer là, à ce que ça soit moins clair et que les gens disent « j'ai plus besoin de me marier. Après un an de vie commune, je suis considérée comme étant mariée. » Quelle erreur! Et c'est à nous, les notaires, que ça revient d'informer beaucoup les gens, mais ça va être à vous aussi, les gens qui accompagnez les couples qui vont se marier, de venir démystifier tout ça, là, parce que il y a vraiment des croyances dans la population qui font qu'ils se croient vraiment mariés après un certain temps. C'est une catastrophe quand il y en a un des deux qui décède. Alors, on en voit plusieurs là, personnes, puis on leur donne les informations, mais on ne les voit pas tous. Mais vous en voyez encore beaucoup. Et tous ces couples qui désirent se marier ne vont pas nécessairement voir un notaire. Alors, des fois, il y a un plus l'accent à mettre sur le party. Alors, il faut ramener tout ça sur l'officialisation de la célébration, sur les conséquences, autant juridiques que sociales. Quelques statistiques. On dit que les statistiques qui suivent là, incluent tout mariage célébré au Québec sans égard à où demeurent ces gens-là. Il y a des gens qui sont de d'autres pays qui viennent se marier ici et l'inverse est aussi vrai, là. Donc, les statistiques que je vous donne, c'est vraiment les personnes qui se sont mariées au Québec. Donc, au Québec puis en France, c'est le Code Napoléon, c'est le Code français hein, qui est à la base de notre monde juridique. Au Canada anglais puis aux États-Unis, la profession de notaire n'existe pas, c'est de la common law. Donc, on a peu de statistiques sur les mariages qui se sont faits dans ces régions. Le nombre de mariages au Québec dans les 40 dernières années a chuté de moitié. C'est-à-dire qu'en 1969, selon l'Institut de la statistique du Québec, il y avait 46 519 mariages religieux contre 1026 mariages civils pour un total de mariages de 47 546. Bien, ça, c'est en 69, là. Ça a bien changé. En 2009, ce nombre a diminué à 14 000 mariages religieux contre 10 000 mariages civils pour un total de 24 000. Il y a une grosse différence. La baisse de mariage a atteint son point le plus bas en l'an 2003. Il y a eu 21 145 mariages en l'année 2003. Mais depuis, on a observé un léger redressement dû probablement à l'autorisation du mariage entre personnes de même sexe, là, qui représente environ 2 % de l'ensemble des mariages. Donc, vous avez ça ici au Québec. Il y a autant d'hommes que de femmes homosexuels qui se marient au Québec. Il y a eu également accroissement de mariage entre personnes de sexe opposé, comme en l'an 2010, hommes et femmes âgés entre 25 à 34 ans sont ceux qui se marient le plus. En 1970, c'était le groupe des 20 à 24 ans, donc les gens se marient un peu plus tard. Les personnes qui se marient le moins sont celles dont l'âge varie entre 45 et 49 ans.
Les Québécois de moins de 35 ans choisissent l'union libre à 51 par rapport à 29 pour les autres Canadiens. 29 choisissent l'union libre lors de leur première union. Là, aujourd'hui, on peut parler première, deuxième, troisième union, hein? Il y en a qui sont gênés parfois. Donc, quand ils viennent chez le notaire, là, j'ai pris pour habitude, vous savez, quand vous achetez une maison, il y a toujours l'état civil qui est mentionné. J'ai arrêté de le dire à voix haute. Le jour où une personne, ça faisait son 4e mariage. Et, ben, je ne sais pas, il ne devait pas en être fier, là, parce que il était vraiment insulté que ça a été dévoilé lors de l'achat de sa propriété. Alors, maintenant, je montre le contrat. Je dis, est-ce que c'est bien votre état civil? Je ne le lis plus à voix haute. Ben, enfin, ça veut dire qu'il y a eu plusieurs femmes qui ont trouvé quand même qu'il avait de belles qualités. Mais bon. Alors, on dit que... Alors, j'en étais sur les premières, deuxième et troisième unions, là. Alors, si je reprends, je dis 29 c'est ça, choisissent l'union libre pour la première union, 69 pour la deuxième union, 80 des couples, lorsque c'est une troisième union, décident d'être en conjoint de fait, là, union libre et de ne pas se marier. De plus, 25 des unions libres au Québec se transforment en mariage, alors qu'il y en a 37 qui le décident dans le reste du Canada. On est vraiment une société distincte, hein, faut croire. Les célébrants. Alors, en 2010, 55 des mariages de conjoints de sexe opposé ont été célébrés par un ministre du culte, donc un mariage religieux. Et comme nous l'avons déjà souligné précédemment, depuis juin 2002, il y a une nouvelle loi qui habilite de nouveaux célébrants là, pour les mariages civils. Donc, en plus des greffiers, les notaires, il y avait toutes les autres personnes désignées par le ministre de la Justice là, au Québec qui peuvent agir comme célébrants, mais cela représente 15 des mariages en 2010 pour toute autre personne là, qui célèbre des mariages non religieux, puis 19 sont célébrés encore par les greffiers. Alors, il y en a qui adoptent encore pour le palais de justice. Les unions civiles furent autorisées par la loi en 2002 pour permettre aux conjoints de même sexe de s'unir officiellement, mais la loi en 2004 fut modifiée afin de leur permettre de se marier. Donc, il y a une différence. Là, je m'excuse, je l'ignore dans d'autres pays, mais ici au Québec, il y a une différence entre l'union civile et le mariage civil. Alors ça, je vous l'explique un petit peu plus loin, là. Mais ce sont des personnes qui, officiellement, sont reconnues comme étant des conjoints, là. Et chacun, que vous ayez un mariage religieux, un mariage civil, une union civile étant différente de l'union libre ou conjoint de fait, hein, ça c'est différent. Alors, ces gens-là sont régis selon les lois du Québec, là. Alors, c'est comme s'ils étaient tous mariés, même si c'est de l'union civile. C'est juste la façon de dissoudre cette union-là qui serait différente. Enfin, je devance un peu, là, parce que vous allez le voir dans le texte. Donc, c'est ça, je pense qu'on y arrive en disant la distinction entre l'union civile et le mariage civil réside seulement dans la façon de dissoudre en cas de séparation. C'est-à-dire que le mariage exige... C'est plate, hein? À chaque fois qu'on parle de mariage, il faut parler de divorce. À chaque fois que quelqu'un vient pour que je lui explique les régimes matrimoniaux, parce qu'ils veulent se marier, je suis obligée de parler de séparation. Parce que c'est là où ça va s'appliquer. Sinon, ça ne s'applique pas, les mariages matrimoniaux. Enfin. Et les gens, justement, trouvent que c'est dommage qu'on doit l'aborder comme ça, là, mais que voulez-vous, c'est nos lois qui le demandent, là. Alors, c'est-à-dire que le mariage exige un jugement de divorce, tandis que l'union civile va exiger simplement un document notarié pour être dissoute. De plus, on doit avoir 18 ans pour contracter une union civile, alors qu'il est possible de se marier à 16 ans. Il est possible que l'union civile
pose problème en droit international privé car on ignore si elle est reconnue à l'étranger. Donc, des couples hétérosexuels qui veulent voyager un peu partout à travers le monde, s'ils hésitent entre un mariage civil puis une union civile, on leur dit qu'ils devraient plutôt prendre le mariage civil parce que ça a les mêmes effets, mais c'est que dans certains pays, l'union civile ne sera pas reconnue. Alors, ça cause un problème. Donc, considérant que c'est les mêmes effets dans la loi, que ça leur donne les mêmes droits et les mêmes obligations, le mariage civil ou religieux, là, écoutez, on s'entend, le mariage est préférable. Selon les documents de sociologues, alors quand on dit, j'ai mentionné les couples nous parlent, là, ben c'est un peu un résumé de ce que les couples pensaient de tout ça. On dit, selon nos lectures de textes écrits par des sociologues ayant procédé à des interviews auprès de plusieurs couples de tout genre, la cohabitation chez les couples semble la manière la plus répandue d'entrer dans un ménage conjugal, même si sa signification varie considérablement selon les couples. Le mariage reste un signe d'engagement, même si le simple fait de vivre ensemble et les fiançailles peuvent aussi jouer ce rôle. Le mariage semble envisagé non pas comme une obligation, mais comme un cadre protecteur pour la famille et pour les enfants pour certains couples. Pour d'autres, le mariage est associé à la rupture puisque la moitié des mariages au Québec se terminent par un divorce. Or, statistiquement parlant, les unions libres, donc les conjoints de fait, ne sont pas plus stables que les mariages. Il y a autant de gens qui se séparent en union libre que les gens qui sont mariés. Certains couples se confirment dans leur choix de vivre en union libre parce que pour eux, la vie conjugale au jour le jour semble plus vraie, plus authentique que celle qui serait imposée de l'extérieur par l'institution du mariage. Mais ça, c'est ce que les sociologues ont repris là, auprès des couples, à tort ou à raison. Là. De plus, le coût de la célébration du mariage constitue un autre frein important pour certaines personnes. S'ils savaient que ça pourrait être si simple. Mais rares sont les couples qui disent ne pas vouloir se marier parce qu'ils ne se sentent pas prêts sur le plan de la relation entre eux. C'est pas ça qui fait la différence. La plupart des couples qui ne se marient pas évoquent le fait que l'un des deux désire plus fort que l'autre officialiser leur union par le mariage. Donc, l'absence de consensus engendre les couples qui vivront en union libre plus longtemps. Rarement, les questions juridiques ou les implications financières d'une rupture anticipée sont abordées pour prendre une décision de se marier ou non. Ce n'est pas là-dessus qu'ils vont se baser. Certains autres couples célèbrent un certain rituel amoureux en organisant une cérémonie qui reproduit toutes les apparences du mariage, mais en excluant toute institution juridique ou religieuse. Dans ces cas, aucun contrat ne sera signé, aucun ministre du culte et autres personnes ne seront mandatés pour officialiser l'union. Et ils ont intitulé ça un pur mariage d'amour, alors que tout le reste ne l'exclut pas. Et évidemment, si le mythe de mariage automatique, si les gens pensent que parce qu'ils sont ensemble depuis 1 an ou parce qu'ils ont un enfant en commun, ils sont considérés comme étant des conjoints, si pour certaines lois sociales au Québec, ils sont considérés comme étant des conjoints mariés, là, bien, ça contribue, ça, à faire penser aux gens qu'ils sont mariés. Alors de là, ce qu'on dit, le mythe du mariage automatique, selon laquelle la situation juridique des couples en union libre est équivalente à celle des couples mariés après quelques années de vie commune ou la naissance d'un enfant. Ce mythe contribue vraisemblablement à dissocier la question du mariage de celle de la protection juridique, cette protection étant tout de même assurée, selon eux, indépendamment du mariage. Donc, le statut officiel de l'union libre est perçu comme indifférent du point de vue juridique et le choix du mariage ne repose plus que sur des enjeux symboliques, soit un engagement devant Dieu ou une poursuite de la tradition ou une démonstration d'amour, etc. Ou sinon, c'est pratico-pratique pour les coûts de la cérémonie, puisque pour beaucoup de personnes, les couples mariés sont similaires aux couples en union libre, ce qui est totalement faux. Mais à la base de toutes les relations de couple sont basées sur les mêmes thèmes, c'est-à-dire l'amour, l'engagement, la confiance, la fidélité, les obligations de solidarité. Là, tout le monde aspire à ça.
mais c'est la forme que ça prend là, qui est différente. Est-ce donc à dire que si les couples en majorité considèrent autant de similitudes entre les couples mariés et ceux en union libre, c'est à dire que nos lois devraient également refléter cette similitude et étendre les effets de toutes nos lois aux conjoints en union libre? Puis c'est là qu'on se pose la question, puis là, il faut que j'accélère, hein, je crois. On a... OK. D'accord, merci. Est-ce que vous avez entendu parler de la cause Lola contre Éric? Alors, je vous fais un petit résumé de la situation, là. Puis, c'est une cause qui est actuellement en attente pour savoir si elle sera présentée devant la plus haute instance au Canada, qui est la Cour suprême. Et ça pourrait changer tellement de choses auprès de nos lois québécoises, là. Ce serait assez incroyable comme impact. Alors, je vous souligne que il y a plein de gens qui désirent que cette cause-là ne soit pas portée à la Cour suprême et qu'elle ne soit pas... et que Madame ne gagne pas les prétentions qu'elle invoque, là, parce que ça va faire toute une différence chez nos conjoints de fait. Enfin, je vous relate les faits. Le couple, Madame et Monsieur, ont vécu à titre de conjoint de fait et ont eu 3 enfants de cette union-là. Donc, il n'y a jamais eu mariage, jamais d'union civile. Ce sont des conjoints de fait. Le couple se sépare. Madame demande à Monsieur. Monsieur, il faut savoir qu'il est milliardaire. Hein? Ça change des fois un peu la donnée, ça. Ça pourrait être l'inverse, mais là, c'est Monsieur. Bon. Alors, Madame demande à Monsieur, entre autres, une pension alimentaire qui est un droit qui est non reconnu au Québec selon le Code civil. C'est reconnu pour des conjoints mariés, religieusement ou civilement, mais ce n'est pas reconnu pour des conjoints de fait. De mémoire, c'est différent dans l'Ouest canadien. Alors, au Québec, c'est pas reconnu. Et que si la Cour suprême l'accepte, ça changerait le quotidien de bien des couples en union libre au Québec. Alors, vous imaginez-vous qu'au Québec, parfois les gens vont, bien pas parfois, mais souvent les gens vont décider de vivre en union libre parce qu'ils pensent que ça va être très, très, très facile de se séparer si ça ne fonctionne pas, puis qu'ils ne se doivent rien. Si cette cause-là passe à la Cour suprême, Madame, elle demande à titre de conjoint de fait d'avoir une pension alimentaire. Pas pour ses enfants. Les enfants, on a dit tout à l'heure qu'ils étaient tous égaux. Alors, les enfants, ils ont droit. Je pense que c'est 50 000 par mois que ça donne actuellement, quelque chose de genre. Enfin. Mais quoi qu'il en soit, là, c'est pour Madame. Et c'est ça qui n'est pas reconnu. Donc, si c'est accepté, là, je pense qu'on va avoir moins d'union libre. Je pense que ça va changer. Chacun va rester chez eux, ça n'aura pas d'allure. Enfin. Donc, il ne faut pas confondre cette demande avec le partage de l'ensemble des biens accumulés par monsieur. Madame a fait juste demander une pension alimentaire. Alors, c'est ça, elle ne veut pas avoir la moitié de tous les biens matériels de monsieur, là. Elle lui demande une pension alimentaire pour elle, en plus de celle que les enfants ont. Ce genre de cause commence à s'accumuler devant les tribunaux canadiens, mais c'est la première fois au Québec qu'un cas de ce genre-là se rend devant la Cour suprême. Cette affaire se retrouve actuellement devant les tribunaux. Elle nous amène à parler de l'évolution de droit face au mariage versus l'union libre. C'est-à-dire qu'en 1980, le mariage, c'est une union qui est vue comme étant supérieure à l'union libre parce qu'elle protégeait, entre autres choses, la stabilité puis la paix des familles, l'intégrité de la lignée filiale, de même que la morale publique. Il y a de cela quelques années, l'union libre était vue comme ayant une validité incertaine avec un traitement inégal pour les enfants nés hors mariage, en cas de succession ou de donation. Il aura fallu une réforme du droit de la famille en 1980 pour que le jugement moral de la loi disparaisse, puisque les gens sont de plus en plus nombreux à adopter l'union libre comme mode de vie. Les statistiques disent que 8 % des couples en 1981 choisissaient l'union libre au Québec, comparativement à environ 38 % en 2011.
Et dans cette même année 2011, 60 des enfants au Québec sont nés hors mariage. L'union libre devient de plus en plus perçue comme une union reposant sur la liberté et l'égalité, recentrée sur l'affection du couple et non sur son rôle social. L'évidente augmentation des couples vivant en union libre a donc poussé le législateur à passer d'une simple tolérance à une reconnaissance réelle de l'union libre. Donc, on a étendu aux conjoints de fait certains avantages accordés aux conjoints mariés dans certaines lois, comme en matière de régime de retraite ou d'indemnisation sociale. Donc, au Québec, les conjoints qui ne sont pas mariés, après un certain temps, s'il y en a un des deux qui décède, la Régie des rentes lui permet d'avoir une rente à titre de conjoint. C'est pour ça qu'à un moment donné, les gens viennent mêler, là, disent que je sois marié ou pas, ça change quoi? Là? On a tous les mêmes droits. Pas dans toutes les lois. L'aide sociale, c'est la même chose. L'aide juridique, c'est la même chose. Le ministère du Revenu, quand vous faites vos rapports d'impôts au Québec, vous êtes considérés comme étant des conjoints, fait que là, des déductions changent. Alors, ces lois considèrent maintenant les conjoints de fait comme des époux après un certain délai ou dès qu'ils ont des enfants en commun. Même l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés reconnaît que si on limite les effets de ces lois au seul mariage, cela est discriminatoire. Fait qu'ils disent, vous ne pouvez pas ne pas donner ces droits-là aux conjoints de fait, parce que c'est discriminatoire, selon la Charte. Alors, c'est pour ça que ça contribue encore plus à faire penser aux gens qu'en union libre, ils ont les mêmes droits que les conjoints mariés. Cette reconnaissance dans seulement certaines lois sociales bénéficiera aussi aux conjoints de fait homosexuels. Là. Et finalement, en 2002, le terme « conjoint » visant principalement les époux fut étendu aux conjoints de fait. Donc, il y a quelques années, admettons que vous étiez un couple, vous étiez des conjoints de fait et qu'il y avait un accident de voiture, le conjoint étant devenu inapte, son conjoint de fait n'est pas son représentant légal. Qui va administrer pour ce couple? Qui va administrer pour la famille, les enfants, etc.? Alors, il y a quelques années, le conjoint de fait, je n'étais même pas obligée de l'inviter à faire partie du conseil de famille. Ça a changé dans les dernières années. Là, maintenant, ça fait partie des mœurs. Un conjoint marié, j'avais l'obligation. Un conjoint de fait, je n'en avais pas l'obligation. Fait qu'ils pouvaient être depuis 20 ans ensemble. Je n'avais même pas besoin de le convoquer. C'était incroyable quand même, hein? Donc maintenant, bon, ça fait partie des mœurs, là, la personne va être convoquée. Donc, avec certaines lois sociales modifiées, l'État respecte à la fois la pluralité conjugale, la liberté individuelle. C'est toutefois là que le paradoxe fut soulevé par la Cour d'appel dans l'affaire Lola contre Éric. C'est-à-dire que le droit protège l'union libre en n'intervenant pas dans ses effets patrimoniaux. C'est-à-dire qu'un conjoint qui est non propriétaire n'a aucun droit sur les biens de l'autre conjoint, en union libre, là, conjoint de fait, on s'entend, ni aucun droit aux pensions alimentaires, sauf s'ils ont travaillé ensemble dans une même entreprise sans rémunération adéquate. Bon. Ainsi, la loi protège une liberté entre conjoints de fait, liberté qu'elle refuse aux conjoints mariés. C'est-à-dire que les conjoints mariés, c'est là que la question va se soulever à la Cour suprême, c'est de dire, les conjoints mariés ont des droits que les conjoints de fait n'ont pas. C'est discriminatoire selon la Charte des droits et libertés. C'est là-dessus que ça va jouer, là. Et ça va avoir un impact nécessairement, là, financier, mais ce n'est pas sur les finances que ça va se discuter. Ça va être plus sur la base, là, la personne, ses droits. La Charte, parfois, ça donne beaucoup d'impact. Quand verra-t-on un couple désirant se marier invoquer la discrimination à l'égard de la liberté accordée aux conjoints de fait? Alors, si c'est bon pour les conjoints de fait de dire « c'est discriminatoire, je n'ai pas le droit de demander une pension alimentaire », les conjoints mariés pourraient aussi dire « c'est discriminatoire, on ne peut pas décider de comment ça va fonctionner entre nous. La loi nous impose certaines choses. » Chacun va avoir raison, là.
Je vous le dis, là, ça peut changer tellement de choses, cette cause-là. Nous, on suit ça, hein? Il faudra donc se pencher sur ce que nous voulons réellement comme société, c'est-à-dire des lois uniques pour tous. Il importe que les droits de la famille retrouvent une cohérence, qu'ils ont perdu autant dans ses objectifs que dans ses moyens. La famille s'est privatisée, s'est contractualisée, s'est pluralisée. Cette évolution a eu lieu, mais le droit n'a pas su suivre et écarte la tradition qui entendait uniformiser la famille, la réalité contemporaine et qui repose sur la pluralité et la liberté, mais aussi sur la protection et la solidarité. Dans le texte, je vais passer un petit bout parce qu'on a parlé au fur et à mesure, je parle des différents types de conjoints, là. Alors, j'ai remis un peu une définition sur les conjoints mariés, religieusement, civilement, conjoints unis, civilement, puis l'union libre. Donc, on va passer ce petit bout-là dans le texte parce qu'il faut accélérer un peu. Et simplement, peut-être pour vous dire que les gens qui vivent en union de fait, l'union libre, on leur suggère de faire un contrat. Puis c'est là-dessus que je vous ai mis certains détails, hein. Je mentionne que le contenu de ce contrat-là, c'est un peu comme des gens qui se marient, c'est-à-dire qu'on vient déterminer qu'est-ce qui va appartenir à qui. Parce que souvent, c'est qu'ils vont acheter une maison, c'est au nom d'un des deux, mais les deux payent l'hypothèque, ou il y en a un des deux qui fait la rénovation, puis l'autre paie l'hypothèque. Fait qu'il y en a un que son nom n'est pas sur l'acte notarié. Puis là, quand ils se séparent, je n'ai pas besoin de vous dire que l'autre qui n'est pas sur le contrat notarié n'a le droit à rien. Alors, c'est pour ça qu'on suggère aux conjoints en union libre de faire un contrat pour établir le partage des dépenses, comment ils vont gérer leurs finances, l'usage de la résidence, le paiement des rénovations de la maison, reconnaître puis déclarer les contributions en biens ou en services, parce que c'est encore les femmes qui accouchent, hein? Tant et si longtemps que ça ne changera pas. Des fois, c'est intéressant de mettre ça par écrit, l'entente qu'ils vont avoir entre eux, là, parce que ça peut changer les finances de quelqu'un. On peut aussi parler de l'énoncé concernant les enfants, là, mais considérant qu'ils sont tous considérés comme étant égaux puis qu'ils ont droit au soutien financier de leurs parents, bien, ça, c'est comme moins important. Mais ça permet quand même d'éviter des procédures judiciaires et des discussions en long et en large. Puis, évidemment, quand le couple se forme, ça va bien. Alors, c'est là que je leur dis, bien, voulez-vous faire vos écrits là? Parce que si un jour vous n'êtes plus ensemble, bien, c'est pas le moment de commencer à établir les règles du jeu. Puis les règles du jeu, ils ne seront pas les mêmes, puis ils ne seront pas égales, c'est ça, c'est certain. Et la cause Lola contre Éric, l'avocate qui s'occupait de représenter Madame, a passé une émission très populaire, tout le monde en parle au Québec, et elle a déclaré que les contrats faits entre conjoints de fait ne valaient rien. Bien, je peux-tu vous dire que ça a fait réagir les notaires, puis notre corporation professionnelle, la Chambre des notaires, en disant, bien, voyons donc. C'est-à-dire qu'un contrat entre conjoints de fait n'a pas de définition dans le Code civil du Québec. C'est vrai. C'est là-dessus qu'elle disait, bien, ça vaut rien. C'est parce que si les époux, bien, pas les époux, pardon, si les conjoints se chicanent sur le contenu du document, bien, le juge va dire, je ne peux pas m'appuyer sur rien parce que ce contrat-là n'est pas reconnu dans le Code civil. C'est pas tout à fait ça. Un contrat entre deux personnes, c'est un contrat. Et il est valide. Peu importe si le mot « contrat entre conjoints de fait » n'est pas défini dans le Code civil. Alors, je serais bien curieuse de voir qu'un juge dirait « un contrat entre conjoints de fait », j'annule ça, ça ne vaut rien. C'est un contrat qui a été fait entre deux adultes consentants. Et je suis convaincue, mais c'est à titre personnel, je suis convaincue qu'il serait reconnu.
En tout cas, dans le doute, moi, je pense qu'on devrait en faire pareil. Donc, c'est ça. Alors, Lola, j'ai bien hâte de voir avec Éric ce que ça va donner. Les avantages et les inconvénients. Là, je vais voir ce qui nous reste. Ouais, mais j'achève, hein? Je devrais y arriver. Peut-être 2,5. Donc, les couples mariés ou encore unis civilement. Ça, pour Mme Lisanne, c'est le tableau 18. On est correct? OK. Les couples mariés ou encore unis civilement ont des avantages comme celui d'être reconnus comme des héritiers au sens du Code civil. Donc, grosso modo, il y a un avantage à être marié, ne serait-ce qu'en cas de décès, parce que vous êtes reconnus comme étant des héritiers. Alors, de là, le fait que pour des conjoints de fait, c'est important de leur expliquer qu'ils ne sont pas des héritiers l'un de l'autre. Ça, là, c'est un mythe qui est très populaire. Alors, il faut ramener la chose, mais je leur dis, le mariage ne règle quand même pas tout. Alors, parce que le conjoint marié, mettons qu'on a des enfants, là, juste pour se donner un exemple, un conjoint marié a le droit au tiers de ce qui appartient à son conjoint décédé et les enfants ont le droit aux 2 tiers. Alors, je peux-tu vous dire que si les enfants sont mineurs, que le couple marié avait acheté une maison, puis que là, vous devenez copropriétaire, 1 tiers, 2 tiers aux enfants, là, le plaisir commence. Donc, je pense que c'est bien de faire des testaments, mais au moins, c'est que le conjoint marié a quand même le droit, à certains égards, considérant le mariage. Les conjoints de fait, quant à eux, ça n'a pas changé. Ils n'ont aucun héritage selon la loi, sauf dans le cas où il y a un testament, évidemment, là. Puis c'est pour ça que les gens sont mêlés, parce que la Régie des rentes du Québec leur donne la fameuse rente à titre de conjoint. Un autre avantage d'être marié, c'est surtout pour le conjoint qui est moins bien nanti financièrement. Donc, il y aura une certaine protection selon le régime matrimonial adopté, puisque le couple aura accumulé pendant le mariage, une maison, une résidence secondaire, des régimes d'épargne retraite, voiture, ameublement, les meubles qui garnissent leur type de résidence, là. Tout ça va pouvoir faire l'objet d'une compensation financière en faveur du conjoint non propriétaire. Ça contribue peut-être au fait que, par exemple, il y a certaines personnes qui décident de rester en union libre, là, à cause du patrimoine familial, qui fait que le conjoint qui n'est pas propriétaire a le droit d'aller chercher la valeur des biens de son conjoint marié. Dans un cas de séparation, ça peut en chatouiller quelques-uns. Alors, en conclusion, la question que posait le début de notre conférence se traduisait ainsi, c'est-à-dire légalement parlant, gagnant ou perdant en union libre. L'incursion dans le passé que nous avons faite au début de cette conférence permet de constater que le droit, par les lois et leur mise en application, fut longtemps en décalage avec les aspirations plus égalitaires des Québécois. Les présentations faites ont démontré tour à tour les avantages et les inconvénients des diverses situations matrimoniales. Et au global, il est possible de voir que l'union libre impose moins de contraintes aux conjoints, c'est vrai, notamment au moment de la séparation. Par contre, dans ce même cas, cet état matrimonial est également celui qui procure le moins de sécurité au plan patrimoine. Les types d'unions sanctionnés par les lois, c'est-à-dire l'union civile, mariage religieux, semblent présenter un léger avantage sur l'union libre en ce qui regarde les garanties légales procurées. Là, je ne parle pas de morale, mais je vous parle juste de finances, évidemment. Les notaires ont joué un rôle important afin d'expliquer à la population des lois qui étaient complexes quant aux régimes matrimoniaux, les rendre accessibles à la compréhension des personnes qui seraient non initiées. Ils ont conseillé les futurs époux à adopter le régime matrimonial qui reflétait le mieux leur réalité et leur mentalité qui se modernisait de plus en plus. Les notaires ont contribué hier et encore aujourd'hui à mettre en évidence la dimension légale du mariage. Ils pourront encore une fois contribuer auprès de tous les couples que ces derniers choisissent le mariage religieux, civil, l'union civile ou encore l'union libre. Chaque couple subit des effets juridiques selon sa situation.
Il y a nécessité pour lui de connaître ses droits comme couple et pour ses enfants selon le type d'union qui est réalisé. Comme accompagnateur de couple en projet de vie à deux, soyez donc avisés et informez-vous sur les conditions légales qui régissent les diverses formes d'engagement. N'hésitez pas non plus à informer ces futurs couples des conditions qui régiront leur état de vie futur. Voilà.